Je voudrais en quelques mots introduire et présenter Georges Charbonneau. Certains d'entre vous le connaissent très très bien, parce que Georges Charbonneau est avec nous et avec l'école française de Dresden depuis le début, on va dire. Georges Charbonneau, alors je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, Georges Charbonneau est directeur de recherche. Il est l'auteur de nombreux articles, mais aussi d'une introduction à la psychopathologie phénoménologique que je vous recommande de lire. Il a évidemment participé à l'édition, grâce au cercle herméneutique, de très nombreux textes, et je lui laisse la parole. Merci Georges. Merci. Voilà, il me revient d'aborder deux questions. L'une est un peu présomptueuse, celle de l'évolution des paradigmes de la phénoménologie des psychoses en direction de celui ipséité et psychose. Nous verrons si c'est ipséité et schizophrénie ou ipséité et psychose. Et en seconde partie de mon exposé, d'essayer de pas exactement de définir, mais de voir comment on peut approcher de la question de l'ipséité. Il va sans dire que la texture ontologique de cette ipséité empêche d'en parler véritablement. On ne peut en parler que, en quelque sorte, en dénaturant ce qu'est éventuellement, ce qu'est, entre guillemets, cette ipséité pour en parler, parce que on ne peut pas définir ce qu'est être véritablement. En l'occurrence, dans une perspective existentielle et phénoménologique, ce être deviendra éventuellement exister. Alors, évolution des paradigmes de la psychopathologie phénoménologique. Dans le petit aide de lecture, j'évoque la constitution de la psychopathologie phénoménologique, initialement, dans une formulation assez kantienne, permet de décrire les pathologies à partir des altérations catégorielles, temporalité, spatialité, comme cela a été très bien fait au fond dans la mélancolie, qui pense en même temps la temporalité de la mélancolie et la spatialité, et en même temps adopter la double perspective de la première personne et celle de la présence avec le manifeste de la psychopathologie générale de Jaspers. Ce premier abord sera repris par l'émergence du paradigme phénoméno-structural. Alors, on pourrait ici, si on avait beaucoup de temps, évoluer en fait la texture structurale, parce que la phénoménologie a toujours été un formalisme, selon Husserl, et il y a quelque chose de structural sans laquelle on ne pourrait pas parler à la fois de la subjectivité humaine ou de la forme de la présence, parce que ce sont des structures de forme, l'une en corrélation avec l'autre. C'est ce que dit Eugène Minkowski dans son intuition, qui a été assez méthodologique au fond par rapport à ce que disait Bittwanger, dans cette idée de phénoméno-structural. Et cette phénoménologie, c'est d'abord phénoméno-structurale, va se retrouver tout à fait dans le paradigme, y compris de l'ipséité, analyse de l'ipséité et de cette affectation dans les psychoses ou la schizophrénie. Le troisième temps dans l'évolution de la psychopathologie phénoménologique sera l'avènement du soi et du self. Et il y aura en quelque sorte une résistance dans la phénoménologie française à accepter ce terme de soi, au fond qui se substitue à celui de personne, au sens. Et par exemple, moi qui ai été formé un peu par Pélissier, et c'est d'une génération qui est marquée par le personnalisme, et pour lui, la question de la dépersonnalisation était vraiment liée à cette idée de personne, au sens où il l'avait récupérée de tout l'héritage, en partie d'une tradition philosophique française, d'Emmanuel Mounier et d'autres, de Gabriel Marcel, que Pélissier connaissait. Et donc, ce concept de soi devenant l'instance centrale de la psychopathologie phénoménologique va mettre beaucoup de temps à se constituer.
et plus encore l'adéquation entre soi, qui est un terme assez habité philosophiquement, du point de vue éthique, moral, juridique, entre soi et self. C'est quelque chose qui sera difficile à accepter et à intégrer véritablement. La notion de self, d'ailleurs, on retrouve chez Ricoeur, mais pas tout à fait le mot self. On parle du serf arbitre, qui est déjà un terme un peu plus complexe, mais on voit cette évolution entre serf et self. Ce self nous paraissait quelque chose de trop limitatif, et en fait, en même temps, derrière ce self, il y a le mot réflexivité. Hein. On va voir ce qu'il en est dans la constitution du soi, qui est distance à lui-même. Le soi est distance à lui-même, et cette distance se fait par le travail de la réflexivité et de l'hyper-réflexivité lorsqu'il sera affecté. Donc cette étape est intéressante pour montrer que d'abord il va y avoir une topique, une instance qui sera celui du soi et qui sort, comme je l'écris, de la crise de la subjectivité au XXe siècle entre le structuralisme et la psychanalyse. En même temps, ayant beaucoup travaillé avec, et travaillant toujours avec Jean-Claude Jans, nous savons aussi que Dilthey se revendiquait d'une philosophie de la forme, inspirée d'ailleurs de Goethe en partie, et que la psychopathologie phénoménologique, héritée en partie de Dilthey, retrouve cet impératif de la forme, et donc elle est structuraliste en un certain sens. Et c'est là où il y a l'idée de structure, et donc on n'évacue pas le paradigme structural plus que structuraliste, et on le retrouve donc en permanence dans les différentes formulations. Alors, je ne vais pas tout énoncer parce que ce serait beaucoup trop long, mais comme première formulation, analyse des structures a prioriques de l'expérience, comme définition de la psychopathologie phénoménologique. Alors, idem est pré-psychologique. Déjà, il y a un décalage entre a priorique, qui est purement kantien, et pré-psychologique, qui montre que c'est pré-thématique. Il faut, avant que les thèmes arrivent, il faut qu'il y ait une structure qui puisse les accueillir et les contenir. Ensuite, on pourrait dire les structures implicites, au sens de Thomas Fuchs, de l'expérience, et pré-réflexif. Pré-réflexif est déjà plus complexe parce que là, ça ne peut exister qu'avec le concept de soi, la réflexivité étant le mode de se tenir du soi à distance de lui-même, cette distance fondamentale. C'est donc ça, c'est un des premiers paradigmes. Le second sera en fait minkowskien, perte du contact vital avec le monde, que l'on va retrouver un peu plus tard, formulé en termes d'ancrage, d'accroche avec le monde, perte des contacts élémentaires avec le monde, des contacts archaïques de Tellenbach, et surtout un thème nouveau introduit par Michel Dupuy, perte de la significativité du monde, de Blumenberg, qui est un thème pour lequel on aura l'occasion de travailler, je l'espère. Une autre formulation de la psychopathologie phénoménologique, au fond, qui est presque un petit peu, je dirais, dépassée d'une certaine façon, mais dépassée, pas tout à fait, c'est pas un dépassement par Aufhebung, par récapitulation, mais c'est parce que d'autres paradigmes sont venus et il n'empêche que ce paradigme reste intéressant. C'est une altération des structures intentionnelles et des synthèses passives dans les psychoses. Là, on peut citer évidemment Husserl, Sartre et Lanteri Laura. Personnellement, j'avais eu beaucoup de contacts avec Lanteri Laura, et lorsque je discutais avec lui, il ne reprenait pas l'héritage de la psychopathologie phénoménologique, on va dire l'axe d'attention. Il disait non, il faut revenir à ça, c'est que les psychoses, c'est une altération des structures intentionnelles et des synthèses passives. C'était quand même quelque chose d'intéressant, mais en même temps qui fait l'économie de toute la tradition Bittwanger, Minkowski, Tellenbach et des autres. Et ensuite, le paradigme intéressant, on le retrouve bien là dans la structure de la compréhension de l'ipséité, c'est corrélation entre dépersonnalisation, déipséisation, hein, et déréalisation. Et alors là, on a quelque chose où la phénoménologie peut-on être une analyse de la relation de réalité, et on se dit comment travailler cette déréalisation,
Et elle est déjà bien travaillée en partie. C'est la perte de l'unité et de l'unicité de l'expérience. Déjà, que l'expérience soit unique, soit rassemblée en quelque chose, et qu'elle soit unique, il n'y ait pas de métamonde autre, pour qu'il y ait un phénomène de monde, il faut qu'il soit à la fois unique et qu'il y ait aussi unicité. Regardons bien que le terme français unique ne désigne pas forcément, ne spécifie ni l'un ni l'autre. Hein. Et là, de là, on retrouve une formulation bittvangerienne qui est la dislocation de la forme de la présence et complétée par celle de Szilágyi, de la forme et du cours de la présence. Ça, c'est Szilágyi, lisant bien sûr Heidegger. De là, on retrouve tous les travaux, transformation de la forme de la présence dans les entrées en psychose et les manifestations chroniques, l'apophanie de Klaus Conrad, cité également souvent autant que Blankenburg par Joseph Parnasse, et qu'on retrouve aussi chez Grivois, hein, avec ses vécus de perplexe. Une autre formulation sera intéressante, celle de la perte de la stance du soi, Erwin Strauss, qui est assez fondatrice au fond du rapport de la subjectivité avec le corps, puisque c'est à partir de ça, on le retrouve également aussi bien, on peut le retrouver également chez Marc Léchir, cité par Judy Gauzet et Chamolat, et de la constitution intercorporelle du soi, et cette intercorporéité est au fondement de l'intersubjectivité. On en retrouve les échecs, évidemment, par exemple chez Stangelini, dans le concept de désincarnation qui a été repris par Thomas et Fuchs en 2018. La question de la perte de l'évidence naturelle, qui a été retraduite un peu par Lili de Woert, qui était une chercheuse belge, en perte de l'aller de soi. Évidemment, là, on retrouve ce paradigme, le paradigme du soi qui émerge d'une façon tout à fait nette. Et la perte du sens commun, évidemment, de Stangelini, et qui a été retravaillée par Thomas Fuchs aussi, dans les différents degrés et niveaux de cette constitution du sens commun. Constitution du sens commun qui ressemble un petit peu en miroir, c'est la conversion entre Husserl et Heidegger, qui ressemble à la constitution du sens commun et constitution du soi, obéissent en fait à des mêmes règles de forme, avec des déstructurations possibles, des genèses et des structurations identiques. On peut également, pour prendre une formule qui fait lien avec la psychanalyse, qui est l'accident phénoménologique des psychoses résulte d'un échec à l'institution symbolique du soi, que l'on retrouve chez Benedetti, par exemple, qu'on retrouve aussi chez Marc Léchir. Hein. Bien que Marc Léchir avait des distances assez importantes vis-à-vis de la psychanalyse, mais en même temps, pour lui, c'était évident, c'est l'institution symbolique du soi. Alors, que veut dire symbolique? C'est autre chose, mais c'est aussi énigmatique que l'institution du soi elle-même. Alors, on se rapproche évidemment, affectation de la mienté de soi, qui était déjà présent chez Schneider, et de l'auto-affectation, avec perte de la naturalisation et étrangérisation de sa propre vie psychique. Là, on retrouve un peu ce qu'on avait évoqué dans les hallucinations. Une des voies des hallucinations, c'est la perte c'est l'extranéation du dialogue intérieur dans les hallucinations, qui retrouve cette idée du verbum interioris, avec lequel je suis en permanence, qui est moi, qui est une des expressions de mon ipséité, qui est un dialogue, hein. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, c'est de tu et donc là, évidemment, c'est une question très importante. Alors, j'en irai pour terminer avec cette première partie. Quelle est la différence finalement entre Tatosian et l'école de Joseph Parnasse? Alors, on peut dire, puisque l'une des questions est, s'agit-il d'une affectation de l'ipséité dans les psychoses ou dans la schizophrénie? Je dirais, Tatosian y répond un petit peu, parce que pour lui d'ailleurs, il appelle cette affectation, c'est l'ipséité est mise à nu. L'ipséité
et c'est quelque chose aussi comme l'intentionnalité qui a toujours un vis-à-vis. On ne peut pas la percevoir en elle-même. Elle est toujours collée à quelque chose. On ne peut pas la concevoir. Elle ne peut pas ne pas se porter sur quelque chose. Et dans cette mise à nu, là, c'est un modèle de l'hébéphrénie, hein, où il y a cette mise à nu ne peut pas rencontrer de thème. Au fond, l'ipséité dans l'hébéphrénie, elle ne rencontre pas de thème pour construire sa vie. Oui, je vais faire ça, je vais faire un métier, je vais avoir une vie affective. Et là, il n'y a rien ne peut coller à rien, et ça reste mis à nu. Et en même temps, subitement, dans les formes, elle vient à se remplir d'identité idem, mais de façon surdémesurée et jamais modulée. Et ça, c'est l'efflorescence délirante, qui est la rencontre d'une ipséité blessée, et tout d'un coup, qui rencontre des identités délirantes, non pas sur un mode de manifestation, mais sur un mode de révélation. La forme de la présence révélée, on le trouve dans l'apophanie, l'idée de révéler, dans le vocabulaire théologique. Le thème de la révélation est essentiel au vécu des psychoses. C'est que les gens, tout d'un coup, ils rencontrent des choses et elles ne sont pas sur un mode tel qu'on peut les rencontrer et les vivre véritablement, mais elles sont véritablement révélées. Et d'ailleurs, on retrouve ça un petit peu dans les hallucinations, le mode de présence du dialogue hallucinatoire. Je m'étais permis de travailler ça après l'ouvrage sur les hallucinations. Le mode de la présence hallucinatoire est toujours sur le mode soit de la révélation, soit de l'interpellation. C'est-à-dire que l'interpellation, c'est vous êtes dans quelque chose, c'est quelqu'un qui vous, c'est un mode rhétorique aussi intéressant, c'est quelqu'un qui vous lance quelque chose alors que vous êtes sur quelque chose. On pourrait dire d'ailleurs, l'hallucination est toujours interpellante. Elle est là et elle rompt cette espèce de. On n'est pas en position frontale d'un dialogue avec quelque chose. Voilà donc. Et ce que dit Tatossian, c'est que l'ipséité est affectée aussi dans la paranoïa. Et dans la paranoïa, l'ipséité adhère d'une façon démesurée aux identités de rôle et elle ne peut pas s'en dégager. C'est en cela que la personne se sent, par exemple, sauveur charismatique et ne peut pas se dégager de cette identité-là. Elle y colle d'une façon pathétique ou dramatique. Évidemment, la question se pose, elle est intéressante vis-à-vis à la fois, existe-t-il des affectations de l'ipséité dans d'autres choses que la schizophrénie? Alors, on peut se demander, évidemment, ça c'est sous-jacent aussi dans notre journée, dans les états limites, il ne faut pas l'oublier, se soignent presque comme la schizophrénie, avec des antipsychotiques, des thymorégulateurs, et qui ont un devenir parfois s'approchant de la schizophrénie. Donc ça, et en même temps, on se demandait, y a-t-il une affectation de l'ipséité dans des troubles dans l'ordre des anorexies mentales sévères, par exemple, ou dans d'autres pathologies, dans notre rapport au corps, cela me semble tout à fait intéressant. Voilà, telle est la première partie de mon exposé. La seconde sera peut-être plus philosophiquement difficile, c'est que peut-on dire de l'ipséité? Que peut-on dire de l'ipséité? Je dirais tout d'abord que plusieurs philosophes contemporains du XXe siècle ont posé tout simplement la formule « la phénoménologie, c'est l'analyse de l'ipséité ». La phrase est absolument celle-là chez Sartre, elle est absolument celle-là chez Heidegger, c'est simple à comprendre. Elle est aussi absolument comme telle chez Michel Henry, et elle est absolument comme telle chez Maldinet, dans lequel il dit, mais il faut reprendre ce qu'est l'ipséité, qui n'est pas forcément transcendantale, constituante, mais qui a une dimension passive, pathique, et donc le caractère pathique de l'ipséité est je dirais, la découverte d'Henri Maldinet, et on la retrouve chez Hermann Schmitz, un phénoménologue allemand de la Baltique, que peut-être Joseph Parnasse connaît, vous avez travaillé, et que nous avons édité au Cercle Herméneutique, et qui reprend en partie des thèses proches de Maldinet de ce point de vue-là, sur la dimension pathique de l'ipséité. On voit d'ailleurs que maintenant,
la phénoménologie contemporaine semble avoir comme l'une de ces lignes de fracture ou ces nervures constitutives des définitions possibles de cette ipséité. La phénoménologie et donc l'analyse de l'ipséité, son indicibilité absolue est de par sa nature ontologique. On ne peut pas dire ce qu'est être, hein, c'est bien le seul verbe que l'on ne peut pas absolument définir. C'est peut-être tout le travail de la métaphysique et de la philosophie occidentale que d'aborder cette question. Et il faut accepter sa dénaturation, sa naturalisation peut-être, pour la rendre ontique, pour en parler. Et en même temps, ce qui me paraît intéressant dans cette idée-là, c'est que la dénaturalisation, c'est aussi lui donner une chair. Elle a besoin de cette ipséité pour en parler, et elle a besoin d'une incarnation, et on va lui en donner, en tout cas provisoirement. L'ipséité ne se rend jamais comme telle, elle est recomposée par le long chemin de l'interprétation. Cependant, la psychiatrie, et notamment, je dirais aussi, la psychomotricité, la rencontre dans ses formes souffrantes, parce que l'ipséité souffrante se rencontre dans la tension psychomotrice, dans des phénomènes comme certains tics, on ne peut pas vraiment dire, c'est dans l'esquisse de la catatonie qui est une espèce de prise en marche de soi, à la fois corporelle, qui n'est pas seulement défensive, c'est pas une protection comme les murailles de Carcassonne pour empêcher l'ennemi de venir, c'est simplement à la fois une incapacité d'agir, une tension de perpétuité, et en cela, je dirais, l'ipséité blessée, souffrante, se ressent dans le transfert empathique avec autrui, et en ce sens-là, on peut dire qu'on la ressent véritablement, directement, à certains moments. Hein. Ipséité et soi ne sont pas des termes absolument identiques. Je pense que d'abord, l'ipséité, en quelque sorte, est le nom phénoménologique du soi, et la façon dont le soi se tient, que je dirais comme structure interne, et c'est ça que l'on peut décrire. On ne peut décrire que cela du soi. C'est la façon dont il va tenir quelque chose, dont sont tenus ensemble. Donc, première caractérisation, l'ipséité, c'est un tenu ensemble. Il consiste, il compose cette unité et recompose cette unité. C'est une triple unité en quelque sorte. Ce que tout le travail, je dirais, de l'école de Parnasse a bien montré, est presque une évolution qui se fait de Parnasse à Thomas Fuchs, c'est que l'ipséité est un tenu ensemble psychique, corporel et social. En cela, on le sent bien aussi dans le soi français, parce que à la différence du celtes, le soi, il y a le mot quant à soi. Le soi est un être aussi social. Il a son identité et sa capacité relationnelle, sa compétence relationnelle, qui va avec l'idée même du soi, ce que ne portait pas du tout la notion d'ego ou le je, qui n'est pas du tout relationnel. Là, le soi est un être d'emblée en capacité élaborative relationnelle. En tant qu'il est, le soi est distance à lui-même comme à autrui. Sa consistance est une tension qui l'empêche qu'il ne se réduise à lui-même, qui se compactifie en quelque sorte. Ça l'empêche de se compactifier. Cette distance n'est pas qu'horizontale, empêchant la fusion avec autrui, hein, il l'écarte, hein. Elle est aussi verticale. Le soi se tient d'une hauteur constitutionnelle. Pourquoi ? Quel accident peut arriver pour le soi ? Eh bien, il y en a deux accidents fondamentaux. Il y a éventuellement sa dislocation avec ce qui se passe dans les psychoses, et il y a surtout son dévalement. Hein. Le soi
est auteur en lui-même. Il peut dévaler. Et dans son dévalement, il perd à la fois sa hauteur et la distance de séparation avec autrui, ce qu'a bien montré Lévinas, et le risque de fusion. Hein. C'est pour ça que le soi produit une hauteur. Il n'est pas, là on voit déjà qu'il s'incarne un peu, il est une stance, comme disait Erwin Strauss, et cette hauteur empêche son dévalement, qui est son accident possible. L'ipséité peut-elle s'abolir elle-même? Je fais une espèce de coquetterie rhétorique pour vous adresser, je sais que vous n'y répondrez pas comme ça. D'abord, c'est tellement difficile de répondre à cette question. Il ne peut pas s'abolir elle-même. L'ipséité ne peut pas s'abolir. Peut-être dans les psychoses, il ne s'agit pas de tenter d'abolir. Rien ne peut abolir le soi. Il ne peut pas s'abolir, il ne peut pas se nier. Hein. Là, il faudrait peut-être regarder du côté de la philosophie de Sartre, d'autres philosophies ou phénoménologies. Mais voilà, le soi ne peut pas s'abolir ni être aboli par autrui. L'ipséité ne peut pas être abolie par il tend toujours à se réinstaurer parce qu'il convient de nommer sa réflexivité. Le soi tente toujours de se réinstaurer. On le voit à certains moments dans des crises psychotiques, on voit cette structure d'ipséité qui est là et qui est comme tétanisée, paralysée, et dès qu'elle est apaisée, dès qu'elle est désangoissée, à la fois institutionnellement et par des psychotropes, elle se recompose et aussitôt elle tente à se réinstaurer. Et, voilà. C'est sa réflexivité. La réflexivité est son travail à la fois de tenir une distance et en même temps de conserver la tension, l'énergie nucléaire avec laquelle elle se tient. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, dès que le soi est en jeu, il y a urgence ontologique. Cette énergie nucléaire est toujours là pour la tenir. Là, en fait, l'hyperréflexivité sera l'expression des élaborations lorsque l'ipséité est blessée pour se recomposer elle-même. Ce qui a différents noms dans la tradition, dans la phénoménologie psychiatrique, la psychopathologie phénoménologique, le rationalisme morbide. Chez Tatosian, Tatosian disait, c'est aussi l'idéologie. L'idéologie est un mode de radicalisation de la réalité ou d'affermissement de la réalité, un affermissement composé pour tenter de pallier à ce qui est impossible comme diffraction de cette ipséité. L'ipséité est une présence qui passe à travers nous. En cela, l'ipséité est à la fois subjective et asubjective. Il y a bien sûr, on le sait, une phénoménologie asubjective. L'ipséité est une présence qui passe à travers nous. Cela, on le comprend bien si exister, on considère qu'exister n'est pas vivre. L'ipséité transgénérationnelle montre qu'elle se tient en amont de nous, hein, ce qu'expriment les délires de filiation, hein, ou en aval de nous, les délires de damnation. Je suis damné dans la mélancolie, les syndromes de Cotard, je suis maudit, soi et sa descendance. L'ipséité n'est pas seulement aussi transgénérationnelle, elle est intragénérationnelle. C'est-à-dire que nous sommes notre être et c'est notre être ensemble. C'est aussi les liens que nous avons composés, c'est notre monde vécu, les gens qui sont avec nous, et tout ça fait partie de notre être, tout aussi bien que nos aïeux, alors qu'ils soient, on le rencontre parfois dans la mélancolie, quelqu'un qui disait qu'il était évidemment les thèmes de filiation glorieuse sont là, mais il y a aussi des filiations maudites. Je suis quelqu'un de la famille d'Hitler, je suis
des gens qui vont rechercher les personnes les plus maudites de l'histoire et tous mes enfants seront maudits. Et il n'y a pas que dans ce sens-là, dans la temporalité, il y a donc dans l'horizontalité, dans l'intragénérationnel. L'ipséité, évidemment, n'est pas seulement active, elle est aussi passive, pathique, et nous sommes affectables fondamentalement. Il y a la possibilité d'un traumatisme parce que l'ipséité est aussi passive et que un traumatisme, c'est quelque chose qui ne peut pas se phénoménaliser, c'est ce qui nous empêche de construire la continuité de nous-mêmes. Là, on retrouve des grands thèmes contemporains de la phénoménologie sur le traumatisme. Je dirais enfin que l'ipséité, l'évolution du concept d'ipséité étant toujours entre ces deux périls, l'un de redevenir métaphysique, hein, c'est une voie d'entrée du retour à la métaphysique d'une certaine façon, ou se naturaliser et se psychologiser indéfiniment, alors qu'elle reste tout le temps et toujours une structure pré-psychologique. Je vous remercie de votre attention.